La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Attention aux coups de chaleur ce soir. Les températures sont en progression. N'hésitez donc pas à activer vos ventilateurs et même vos climatiseurs. La température minimale est de 16 degrés ce soir dans la région de l'Ouest Cameroun. On gagne 2 degrés de plus au nord-ouest Cameroun et on atteint les 18 degrés. Au septentrion, on a des valeurs de 20 à 23 degrés dans la région de la Damawa, de 20 à 22 au nord et de 17 à 19 degrés dans la région de l'extrême nord. Dans les détails, nous allons tout droit dans la région du littoral. On atteint les 28 degrés ce soir à Douala. Demain matin, on perd 1 degré et il n'y aura pas de pluie. Vous voilà rassurés. Nous remontons dans la région de la Damawa, un temps toujours très sec. Dans la nuit, les températures seront hautes. En matinée, ça redescendra. On aura 16 degrés à Tignière et même dans la ville de Gaoundéré. Nous terminons donc avec le nord-ouest Cameroun. Attention, la ville de Fondon, la ville de Kombo. Ces deux villes atteindront les 28 degrés ce soir. Demain, ça redescendra. La fraîcheur sera donc au rendez-vous. Pour les friands de découverte, je vous présente la grotte de Choumlanka dans la région du nord-ouest Cameroun. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Coup d'envoi de l'année judiciaire ce jeudi. L'audience de rentrée solennelle de la Cour suprême a donné les grandes orientations. C'est à suivre dès l'entame de ce journal. Coup d'envoi annoncé de l'exploitation de la bauxite de la Damawa. Le méga projet australien soulève de nombreux espoirs. Nous irons voir ces promesses sur place à Minim Martap et à Ngaoundal. Et puis coup d'envoi samedi de la course de l'espoir. Quelques 500 athlètes vont à la conquête du char des dieux ce week-end. Nous irons faire le point des préparatifs à Boya. Voilà pour les titres. Le temps de l'année judiciaire 2020 est donné. C'était ce matin au cours d'une audience solennelle de rentrée de la Cour suprême, audience présidée par Daniel Mekobe-Sonet, le premier président de la haute juridiction. Une cérémonie marquée par des interventions du procureur général et celle du premier président devant un parterre de personnalités. Thérèse Yola. Dans la salle d'apparat de la Cour suprême ce jeudi pour l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême 2020, de nombreuses personnalités. Aux premières loges, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté, le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique et tous les corps judiciaires. L'audience s'ouvre par les réquisitions du procureur général. Pendant 40 minutes, Luc Djodo entretient l'assistance sur la protection de la liberté individuelle par les instances judiciaires au Cameroun, un thème d'actualité qui met en exergue le fonctionnement de la justice et le respect des droits des justiciables. Pour le procureur général, le résultat à l'issue d'un procès devrait tenir compte de la sauvegarde des droits des parties, la réparation des préjudices subis par les victimes et la préservation des droits de leurs adversaires. La réflexion du premier président va porter sur les enjeux de la protection pénale, des instruments de paiement et du crédit sur le climat des affaires au Cameroun. Pour Daniel Mekobe-Sonet, le règlement s'émarque sur la protection bancaire et l'utilisation des instruments de paiement n'ont pas produit les effets escomptés, malgré le décor juridique pour lutter contre les infractions en la matière. Le premier président propose donc que la justice camerounaise s'implique davantage et s'adapte à l'évolution du droit CEMAC. Comme de tradition à ces audiences de rentrée solennelle, les réquisitions du procureur général près la Cour suprême et la communication du premier président ont porté sur des sujets d'actualité. La protection de la liberté individuelle par les instances judiciaires au Cameroun pour Luc Djodo, pendant que Daniel Mekobe-Sonet communiquait sur les enjeux de la protection pénale des instruments de paiement et du crédit sur le climat des affaires au Cameroun. La synthèse, Nicole Dodo. La crise sociopolitique qui s'écoule au Cameroun depuis quelques années déjà interpelle la justice dans sa mission de protection des libertés individuelles.
Devant les tribunaux, la garantie des droits des justiciables dépend de l'activité juridictionnelle des magistrats. Le procureur général près la Cour suprême du Cameroun, Luc Ndiodo, rappelle que le législateur camerounais a fait sienne la notion d'habeas corpus, une procédure qui sous-tend la libération immédiate de la victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Bien que la privation de liberté avant le jugement constitue une atteinte grave aux droits humains, la commission de certaines infractions crée une émotion dans l'opinion publique pour l'arrestation provisoire de leur auteur pour contribuer au rétablissement de l'ordre public. La législation camerounaise est en tout point conforme à l'esprit du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet instrument international qui admet le principe de l'arrestation et la détention provisoire. Le premier président de la Cour suprême éclaire la lanterne de l'assistance sur les enjeux de la protection pénale des instruments de paiement et du climat des affaires au Cameroun. Daniel Mokobosone, en une quarantaine de minutes, relève que depuis quelques années, les différents rapports Doing Business et colloques sur les investissements au Cameroun ont tendance à épingler la justice et le retard de l'activité normative face aux exigences économiques. Le législateur CEMAC et le législateur pénal camerounais ont choisi la protection pénale des instruments de paiement et du crédit comme des mesures fortes pour assainir le climat des affaires. Le législateur CEMAC a élaboré depuis 2003 des dispositions juridiques pour faire face à la dématérialisation des opérations bancaires et au développement de la monnaie électronique. Parlant précisément de la protection des instruments de paiement, le premier président de la Cour suprême s'est spécialement intéressé aux infractions sur les 3 types de cartes électroniques retenues par la législation au sein de la CEMAC. Je vous propose d'entendre ici les explications données par Daniel Mekobesone ce jeudi. C'est dans un extrait de sa communication sélectionnée par Nicole Dodo. La carte de paiement donne lieu au débit immédiat du compte du titulaire. Elle peut donner lieu à un débit différé ou à toute autre forme de crédit en vertu d'une stipulation expresse du contrat conclu entre l'émetteur et le titulaire de la carte. La carte de crédit permet à son titulaire de retirer des fonds ou de faire des paiements, mais le débit est différé et cela s'appuie sur un crédit renouvelable, préalablement et contractuellement défini avec un organisme de crédit. La carte de retrait permet à son titulaire d'effectuer des retraits d'espèces dans les distributeurs automatiques de billets. Il a envisagé plusieurs incriminations relatives aux cartes électroniques. Ainsi, est puni d'un emprisonnement d'1 an et 10 ans et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs ou de l'une des 2 peines seulement, celui qui contrefait ou falsifie une carte de paiement, de crédit. Restons précisément sur les finances pour parler du crowdfunding. Il s'agit du financement participatif au service des petites et moyennes entreprises. Le thème est au centre de l'atelier national ouvert ce jeudi à Douala. Il s'agit d'une innovation également dans la promotion de la PME camerounaise. Les ministres des Mines, des petites et moyennes entreprises, de l'Emploi et des Finances prenaient part à ces travaux de Douala. Les explications de Marcel et Kassibile. Les petites et moyennes entreprises, start-up et petites et moyennes industries représentent environ 95% du tissu entrepreneurial national. Pourtant, elles restent butées à un obstacle majeur, celui du financement. Et c'est pour rechercher des solutions innovantes à cette situation qu'une opération de charme du crowdfunding porté par les ministres de l'Emploi, de l'Agriculture, des petites et moyennes entreprises, des Mines et des Finances, s'est ébranlé dans la capitale économique. Ouvrant les travaux, le ministre des Finances a redit les enjeux principaux de ce financement participatif. Un atelier comme celui-ci est également important, celui d'amener ce qu'on appelle le financement participatif, c'est-à-dire que tout individu, face à une belle idée, peut entrer dans une affaire. Les participants ont attesté de la pertinence de ce mode de financement des projets. Seulement, avec l'usage du numérique,
certains posent le problème de fiabilité. Après que j'ai apporté mes ressources, mon financement, il faut que j'ai des garanties que le porteur de projet reste fidèle à son projet pour éviter des comportements de passagers clandestins, comme on dirait en sciences économiques, des comportements opportunistes. Les exposés et nombreux échanges ont permis aux participants de voir plus clair au sujet du fonctionnement de ce financement par la foule. La capitale économique, décidément très courue en cette fin de semaine, avec également là-bas les travaux du comité régional de l'origine CEMAC-CEAC qui sont en cours à Douala. Daniel Onaondo, le président de la commission de la CEMAC qui conduit ces assises, a expliqué qu'il s'agit de la fluidité du commerce en Afrique centrale. Il s'agit d'annuler précisément les droits de douane sur un ensemble de produits issus des 6 pays de la sous-région à travers l'octroi des agréments à des entreprises industrielles. Retrouvons Claude Maillot pour des éclairages à Douala. Écouler sa marchandise dans la sous-région Afrique centrale reste un défi pour les commerçants. Ces derniers continuent de faire face à des problèmes d'accès au marché et aux coûts très élevés de leurs opérations. Conséquence, la balance de paiement enregistre un déficit de 3,5%. Une situation qui met en branle l'économie des entreprises industrielles qui peinent à être boostées. Conscients de cette situation, les pays de la CEMAC se sont engagés à trouver une réponse aux problèmes posés. Le comité régional d'origine va agréer les entreprises qui sont appelées à dans l'espace régional et bénéficier des tarifs préférentiels. Les producteurs, les industriels qui sont en Afrique centrale peuvent bénéficier d'un marché qui fait plus de 50 millions d'habitants et peut-être plus tard aller dans la configuration CEMAC-CEAC. L'agrément se présentera comme le nouveau passeport des exportateurs. Le détenteur de ce document bénéficiera de nombreux avantages, parmi lesquels la suppression des frais de douane. Seulement, seules les entreprises ayant soumis des demandes au Comité national des sites en bénéficieront. Les 5 autres États qui sont là observent, comprennent au sortir de cette réunion que désormais le chocolat ou le jus camerounais, et qui a un nom, peut désormais arriver au Congo, en Guinée équatoriale, sans droit de douane. Une fois implémentée, cette mesure devait permettre aux entreprises de consolider leur emprise sur le marché de la sous-région qui prévoit 180 millions de potentiels consommateurs d'ici 2023. Toujours à Douala, les experts du Cameroun et du Congo s'accordent depuis ce jeudi pour faire de la frontière entre ces deux pays un espace de développement. La commission de restauration des bornes détériorées à cette frontière est présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Il est secondé par son homologue congolais. Sévérin Alégambélé est à Douala. À l'hôtel Sawa de Douala, ce qui tient lieu de base de travail à la commission technique mixte des experts du Congo et du Cameroun, c'est un protocole d'accord. Un protocole fruit d'une réflexion mûrie des chefs d'État congolais et camerounais sur la clarification du remplacement des bornes le long de la frontière terrestre et fluviale longue de 460 km. Comme nous le savons tous, notre frontière est délimitée par la convention franco-allemande du 18 avril 1908, signée entre l'Allemagne et la France. La présente rencontre a pour but de clarifier les points de passage de notre frontière commune au niveau des cours d'eau. Les experts congolais et camerounais, travaillant sur la réaffirmation de la frontière, bénéficient de l'appui de l'organisme GIZ de la coopération allemande. Ils ont en arrière-plan le programme frontière de l'Union africaine qui demande aux États membres d'avoir une démarcation légale et claire des frontières d'ici 2020 pour en faire des espaces de développement. La frontière ne doit plus être une ligne de séparation entre nos États, mais une zone d'échange et de partage. Elle doit pouvoir devenir, grâce à la volonté hautement exprimée de nos chefs d'État, à travers l'Union africaine, des espaces de développement au profit de nos populations. Pas de litige frontalier entre les deux pays, mais la forêt dense et marécageuse constitue un obstacle à la délimitation au remplacement des bornes espacées.
L'actualité des régions en vitrine ce jeudi dans le 20h30. Allons dans la Damawa où les populations se réjouissent de la confirmation de l'exploitation prochaine de la bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal. Des gisements jugés les plus importants du monde par l'entreprise australienne qui est chargée de mener les études de faisabilité sur les différents plateaux là-bas. Omarou Kadili présente ce projet depuis CRTV à Damawa. À forte concentration de fer et d'aluminium, le projet d'exploitation de la bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal vient rappeler les péripéties qui entourent son exploration. D'après certains documents, les premiers blancs qui sont arrivés sur la colline, c'était des Britanniques en 1901. Peut-être depuis cette date, on a découvert qu'il y a la bauxite sur la montagne. La première société qui a exploré le lieu est la Sebacam. Les études de faisabilité d'exploration de ces minéraux englobent ainsi plusieurs étapes. Ce projet se décline en études de pré-faisabilité et de faisabilité, ce qui va nous permettre de savoir avec exactitude la quantité et la qualité de bauxite que regorgent les différents plateaux bauxitiques. Nous aurons ainsi, à l'issue de ces travaux, un support afin de pouvoir obtenir des financements auprès des banques et pour cela, nous avons assez de partenaires. Des 79 sites identifiés ayant des appellations de personnages exclusivement féminins, tels Béatrice, Raymond ou Daniel, celles-ci longues de 9 km, 16 ont déjà été explorées, soit une capacité globale de 892 millions de tonnes de bauxite. Encore inexplorés, une soixantaine de plateaux bauxitiques qui confortent le fait qu'on pourrait évidemment aller au-delà de la tonne actuelle de bauxite évalué à près de 2 milliards de tonnes. Les experts s'accordent à annoncer qu'il s'agit là d'un projet d'envergure mondiale qui va ouvrir des perspectives heureuses pour la région et même pour le Cameroun. Les études de faisabilité qui en sont à leur avant-dernière phase, on vient de le voir, prennent également en compte la biodiversité et la préservation de l'environnement. La bauxite de la Damawa mise en perspective, c'est un reportage de Daniel Belinga Engene. Grâce à ces projets, des études de faisabilité de l'exploitation de la bauxite de Minim Martap et de Ngaoundal, les communautés riveraines des différents sites de gisement de ces minéraux bénéficieront d'un certain nombre d'accompagnements de l'entreprise sollicitée pour les besoins de la cause. Nous avons le recrutement des manœuvres qui ont impacté, qui ont donné des impacts très bien positifs. Et cela a permis par exemple à Minim, à Martap, que beaucoup de gars se sont mariés, beaucoup de gars ont construit des maisons et beaucoup se sont même fait des boutiques. C'est donc une nouvelle dynamique de développement qui va être insufflée au profit ici des populations. Et pour cela, l'on a également songé à l'impact environnemental. Notre intérêt est de veiller à ce que les espèces protégées, les arbres et les plantes ne soient pas détruits pendant l'implémentation de ce projet. L'exploitation proprement dite des mines, elle, projette plus de 1000 emplois directs et indirects avec à la clé la formation des ouvriers. Cette autre actualité dans le 20h30 et c'est le temps d'agir pour les transformations du système de santé au Cameroun. L'engagement est au cœur de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé publique. La réflexion ouverte ce jeudi à la Croix-Rouge par le ministre Manaoda Malachi s'achève demain vendredi par la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Le temps d'agir, il faut dire que c'est un engagement fort, Lucie Colette Avoulo. La santé coûte cher et le contexte socio-économique rend plus difficile l'accès par les Camerounais aux soins de santé. Et pour cela, le gouvernement s'emploie à résoudre la difficile équation. L'agenda de transformation du système de santé camerounais, le temps d'agir, est le thème choisi pour cette conférence annuelle des services centraux et déconcentrés. Vous savez, le système de santé baigne dans un environnement excessivement contraignant.
nous avons tantôt à faire face soit aux intérêts économiques, soit aux intérêts de santé publique, qui ne font pas toujours très bon ménage. Et malheureusement, la fleur, ce qui est vu le plus souvent, c'est l'insatisfaction de l'usager à l'hôpital public. Malheureusement aussi, il y a une insatisfaction du personnel soignant même, qui très hautement et très fortement qualifié, parfois n'a pas tous les outils nécessaires en termes de technologie pour s'exprimer. Nous avons le premier chantier qui est celui de l'amélioration de l'accueil et des services. Nous avons le chantier sur la gestion des ressources humaines, le financement de la santé, l'information sanitaire. Nous avons sur le leadership. Tous ces chantiers se valent, mais ce que nous voulons, c'est impacter sur le système, c'est-à-dire faire en sorte que la mise en place, la mise en œuvre de nos chantiers impacte, n'est-ce pas, sur la population et que cela s'adosse. À cela s'adosse maintenant notre couverture santé universelle que nous appelons et qui sera certainement opérationnelle d'ici là. La nécessité d'améliorer l'offre en milieu hospitalier s'accompagne de la préservation de la dignité des patients. Le Bureau national de l'état civil tient également depuis ce jeudi sa conférence des services. Principal constat, les avancées dans l'enregistrement des naissances et l'état civil. Et la conférence va se poursuivre certainement jusqu'à demain. Le BUNEC qui annonce que 66% de naissances au Cameroun font désormais l'objet de l'établissement d'un acte de naissance. Appréciation du chemin ainsi parcouru avec Franck Kevina. La réforme commence en 2010 par un travail statistique. Il permet d'élaborer une cartographie de l'état civil et d'identifier les besoins. Parmi ceux-ci, l'augmentation du nombre de centres d'état civil pour approcher les services des populations. Les centres principaux sont 374 à travers le pays et sont aussi, n'est-ce pas, à la diaspora, dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Il y a aussi les centres secondaires qui sont 2400. S'en suivra alors une réforme juridique et institutionnelle. Elle conduit notamment à la création du Bureau national de l'état civil et au rallongement des délais d'enregistrement des naissances. 90 jours aujourd'hui contre 30 jours avant la réforme. Des avancées qui s'accompagnent par un travail de terrain auprès des masses populaires. La formation des acteurs, des officiers et secrétaires d'état civil. Nous assurons également la communication à travers, n'est-ce pas, les citoyens pour dire l'importance qui est, n'est-ce pas, de la déclaration des actes d'état civil, notamment les naissances. Les naissances, vous savez qu'elles sont aujourd'hui au Cameroun à 66,1%. Aujourd'hui, le BUNEC doit relever le défi de l'informatisation des procédures. Nous avons commencé par avoir un chemin directeur d'informatisation. Maintenant, les questions de trouver les moyens pour, n'est-ce pas, l'implémenter. La Banque mondiale se propose, n'est-ce pas, de commencer par un projet pilote. Nous avons également beaucoup avancé également avec l'Union africaine. De belles perspectives pour un système d'état civil complet, intégré, dynamique et fiable. Cérémonie d'installation ce jeudi à Yaoundé du comité interministériel en charge de l'élaboration de la stratégie gouvernementale en matière d'innovation. L'instance était créée par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Elle vise une mutualisation des efforts au sein des administrations pour mettre en cohérence l'action des uns et des autres. Il s'agit plus précisément d'optimiser l'utilisation des fonds publics alloués aux différents départements ministériels dans ce domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Et sur ces questions épineuses de gestion des fonds publics, ce jeudi, le ministre Laurent-Serge Toundingwa, lançant l'exécution du budget 2020 pour son département ministériel, l'éducation de base, a prescrit transparence et performance aux différents ordonnateurs concernés. Le compte rendu de ces travaux avec Marlise Enoambarga. Le ministère de l'Éducation de base veut être le meilleur élève en matière de gestion. C'est là l'objectif de l'atelier de lancement de l'exécution du budget tenu ce jeudi ici à Yaoundé. Désormais, avec la nouvelle réforme, le champ lexical de tous ceux qui vont toucher à l'argent de l'État a été élargi et pour cela, une formation pour leur éviter toute confusion est nécessaire. Il faudrait que tous nos ordonnateurs
coordonnateurs délégués sachent comment les nouvelles règles d'exécution de ce budget s'appliquent depuis il y a 2 ans et qu'ils s'approprient la panoplie de la réglementation parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de changements quant à l'exécution de ces budgets. Le rapprochement des fonds de fonctionnement aux établissements sera bénéfique. Dans l'exécution du budget, il y a les problèmes de temps, il y a les problèmes d'attribution. Il faudrait que tout ça soit maîtrisé par tous pour que nous ne puissions plus sombrer dans certaines erreurs constatées. Au centre de cet atelier, des exposés, des échanges pour permettre aux ordonnateurs délégués de se familiariser au nouveau régime budgétaire et d'en avoir la maîtrise. Le présent atelier va s'étendre dans les régions. Avec toutes ces mesures, l'on espère que le budget du ministère de l'Éducation de base sera exécuté dans les règles de l'art en 2020. Le feuilleton de la semaine se referme ce soir avec une dernière question lancinante. Peut-on aujourd'hui se passer des telenovelas? Diffuseurs et consommateurs dans les ménages peuvent-ils donc envisager la télévision aujourd'hui sans les séries latino-américaines? Très difficile d'envisager pareille révolution. C'est la conclusion de notre reporter Laurence Ocalia. C'est une nouvelle qui a créé problème. Ces distributeurs d'images n'offrent plus les chaînes de novelas dans leur bouquet depuis janvier dernier. Et là, ils ont touché là où ça fait très mal. Les revendications qui jouent de toutes parts, la récrimination des clients, qui la réclament en grande compte. Les novelas ont un impact certain sur le chiffre que nous pouvons faire. Des représailles que d'autres font tout pour éviter. Si les abonnements sont fidèlement renouvelés chez ce fournisseur, c'est parce qu'il n'a jamais zappé les novelas de ses programmes. On peut dire à 75% les gens réclament plus de les telenovelas. Certains clients viennent souvent se plaindre que madame à la maison, elle ne se concentre pas peut-être sur si quand telle série passe et autres. C'est qu'il est hors de question de manquer une fraction d'épisode. Cette sensation de suspense donne du fil à retordre aux téléspectateurs. Au fur et à mesure qu'on voit, on est intéressé, il faut absolument revoir ce que tel acteur ou tel autre acteur, comment il a réagi, comment la suite quoi. On ne peut pas passer une journée sans regarder novelas, c'est impossible. C'est impossible. Même quand c'est n'importe comment, on regarde quand même une série. Et quand vient leur âge, tant attendu, il faut encore se battre pour la télécommande. Une guerre que seuls les commerçants d'électronique finissent par remporter. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent acheter des télés, me disent qu'ils achètent ça pour éviter des problèmes à la maison. Parce que le plus souvent, ils sont toujours en train de discuter la télécommande, soit avec les enfants ou bien avec madame, parce qu'il faut voir novelas. Pour l'heure, les telenovelas n'ont pas encore fini de crever l'écran. Et il faut attendre bien longtemps pour entendre son générique de fin dans les mœurs des Camerounais. On va dire simplement bon vent à ces telenovelas, hélas. Demain, vendredi, est journée mondiale de la langue maternelle. Occasion ce soir au journal pour une immersion dans une famille où les deux parents parlent deux langues maternelles distinctes. Allons voir cela à Ebolova où nous accueille la famille Bitoumou. C'est en compagnie de notre correspondant permanent là-bas, Charles Abesolo, au bas. Dans cette famille, Boulengumba s'alterne à longueur de journée. Les enfants peuvent basculer d'une langue à l'autre sans difficulté. Ils ont su tirer le meilleur avantage de la diversité linguistique et culturelle de leurs parents. Papa exerçait une fonction où il n'était pas toujours avec nous parce que c'était un marin. Il travaillait à mer et on restait beaucoup plus avec la maman. Tout le temps, on s'exprimait en Ngumba. Le rôle de la mère a été déterminant. C'est grâce à elle que les enfants ont su s'adapter au Ngumba, parfois contre la volonté du chef de famille. Ça me gênait de m'exprimer avec les enfants en français ou bien en boulot. Alors que quand ma famille arrivait à la maison, ma mère ne pouvait pas s'exprimer en français ou en boulot avec mes enfants. Après 33 ans de mariage, le père est aujourd'hui convaincu. Parler à la fois Boulou et Ngumba est ce qu'il fallait aux enfants pour s'adapter à leurs différents univers culturels et linguistiques. Ils ont plus d'avantages. Ils font deux langues bénéfiques.
Mission accomplie pour ces deux parents. Reste à présent à leurs enfants les devoirs de transmettre à leur progéniture les deux langues au nom du vivre ensemble harmonieux. L'ordre doit régner dans l'ensemble des établissements scolaires du département de la Léquié. Les responsables de ces établissements scolaires publics et privés se concertent pour endiguer les violences et les drogues en milieu scolaire dans ce département cette semaine. Compte rendu de cette rencontre avec François Bakary de CRTV Centre. C'est une séance de tir groupé contre les violences et la consommation des drogues en milieu scolaire qui a été organisée à Monatélé. Le diagnostic est posé. Il y a par exemple la consommation de stupéfiants, il y a les relations coupables entre les élèves de deux sexes, le non-respect du règlement intérieur, des lettres anonymes adressées à certains responsables et à certains professeurs et des sorties manifestes des élèves sous prétexte de maladie. Il fallait mettre le pied à l'étrier au cours de la réflexion approfondie pour mieux cerner le phénomène. Il faut entrer dans les codes de ceux qui les utilisent, il faut entrer dans le langage de ceux qui les utilisent, il faut arriver à percevoir dans leurs gestes et tout ce qu'ils transportent sur eux. L'assistance a été édifiée sur les méthodes et mécanismes par lesquels les drogues et les violences s'introduisent au sein des établissements scolaires. Quelques mesures ont été envisagées. Rappel du règlement intérieur, rappel des principes sans lesquels le mal, d'une manière générale, se développe dans les établissements. La fermeture des établissements, des jeux ainsi que des débits de boissons dans les alentours immédiats des établissements scolaires. Le préfet de la Léquié insiste pour que chacune des parties présentes à la rencontre, présente à la table de réflexion, soit le relais de la sensibilisation. Et surtout, en politique, reparlons des nouveaux élus locaux. Dans la région de l'Ouest, par exemple, les maires UDC de Fumban et de Fumbot et celui de Bangouren sont désormais connus. À Fumban, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya a créé l'événement pendant que Njoya Isaka a été élu à Fumbot. Mumben Adamou du RDPC est quant à lui plébiscité à Bangouren. Faisons le point dans cette zone-là du Noun avec Jean Armstrong-Jou de CRTV Ouest. Le verdict attendu depuis des heures tombe enfin. Hermine Patricia Toomano Ndamjoya est élue maire de la commune de Fumban. L'ancienne représentante du département du Noun à l'Assemblée nationale prend la succession de son époux, le docteur Adamou Ndamjoya. Pas loin de là, à Fumbot, c'est aussi l'euphorie. Un nouveau personnage arrive aux affaires. Coloration toujours UDC, Njoya Isaka est tétanisé par la joie. Un savant de fierté, je suis très ému et très enthousiasmé. Vous voyez la jeunesse autour de moi, il y a les jeunes et les moins jeunes, vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. À quelques enclavures, la commune de Bangouren, qui reste la chasse gardée du RDPC, renouvelle sa confiance à l'ancien premier magistrat Mouben Adamou. L'homme est heureux de conduire à bon port les projets entamés. Une commune en devenir avec l'axe bitume entre Fumban et la limite ouest-nord-ouest. Je crois que c'est un challenge pour le nouveau maire. Et je crois être à la hauteur de la tâche. À l'exemple de Koptamo, où la population est restée vigilante, toutes les élections des exécutifs communaux dans le Noun se sont déroulées sous haute tension. Le département de la Ménois de cette même région de l'Ouest, la commune de Fongo-Tongo sera dirigée par le maire RDPC Paul Dongué, porté à la tête de l'exécutif mardi au cours de cette même session de plein droit. Michel Renaud-Hanja. Fongo-Tongo, une municipalité où il fait bon vivre, est le défi qui interpelle le nouvel exécutif municipal. Élu au cours de la session de plein droit, Paul Dongué, le nouveau maire, entend faire de Fongo-Tongo une ville où il fait bon vivre. Les populations de Fongo-Tongo nous ont confié cette tâche qui est lourde. J'aimerais implorer leur soutien, qu'ils continuent à nous soutenir pendant tout ce mandat comme ils l'ont fait pour l'élection. Pour cette charge, Paul Dongué, ingénieur de génie civil, sera secondé par François Ténéfo et Pauline Nanfak, respectivement premier et deuxième adjoint.
exécutif de Fongo-Tongo devra donc se donner les moyens, question d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans la suite du journal, les adieux à l'un des doyens du clergé catholique à l'archidiocèse de Yaoundé, Monseigneur Jean-Baptiste Amier, chapelain de sa sainteté depuis 2005, est décédé la semaine dernière des suites de maladie à l'âge de 91 ans, était donc inhumé ce jeudi. 6 évêques et de nombreux prêtres ont célébré la messe de requiem, des hommages unanimes pour ce grand évangéliste qui aura consacré 64 années au sacerdoce. Serge Atanganabiso. Un autel violet couleur de deuil de prêtres et une nef pleine et noire de monde. Les sani qui tonnent au dehors en écho. C'est sur le parvis pourtant de la basilique que ça a commencé. Après une nuit à veiller le curé qui dort, c'est le temps de la tradition. 91 balais bien sentis valent bien ce balai de soutane, palme en l'air. C'est un rite païen, rapide, bref, avant que les hommes d'église ne reprennent la main. Cierge allumé, rite de la croix, rite de l'étole effectué par les évêques. 600 tout, procession et messe. Il est mort, l'homonyme de Jean-Baptiste, l'évangéliste. Comme une prémonition, ce prénom, tant Monseigneur Amier a marché sur les pas de son saint patron, en guidant les vocations, en enseignant aussi la catéchèse, du fait de ses responsabilités diverses, multiples, pluriel au sein de l'église à Yaoundé. 64 ans de vie en tout comme prêtre. De Monseigneur Graffin à Mbarga, 5 archevêques l'ont vu passer. On aurait pu y passer la journée à dérouler. Vie de prêtre, vie de frère. C'était un plaisir de sentir que Monseigneur Jean-Baptiste, lors des échanges et dans l'action, portait ce grand souci, cette grande souplesse d'esprit qui lui permettait de pouvoir s'adapter à des situations les plus variées, toujours dans un sens de croissance de l'Église. Il a longtemps souffert. Il dort désormais à jamais en paix, non loin de Monseigneur Jean Zoa, de Monseigneur François-Xavier Amara. Quel bel équipé, en attendant l'éternité. Les membres de l'Union des conseils des chargeurs africains tiennent à Douala la première session ordinaire de leur comité directeur pour cette année 2020. Le président en exercice, le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, va conduire l'adoption du budget 2020 vers l'amélioration du système de transport des marchandises dans les 19 États membres de cette union. Prudence Mbazoa est à Douala. Un délai de passage des marchandises plus court et moins coûteux, une simplification des formalités de dédouanement, un meilleur appui aux chargeurs, la recherche de solutions de pointe pour la résolution des problèmes qui se posent à ces professionnels de la chaîne de transport. Ces objectifs sont poursuivis par l'Union des conseils des chargeurs africains qui tient à Douala depuis mercredi 19 février la session ordinaire de son comité directeur pour le compte de l'exercice 2020. Occasion pour le président de cette organisation, Hervé Sébastien Liboudou, de repréciser aux membres présents leur rôle primordial dans la croissance des économies de leur pays. Nous avons, comme vous le savez, de nombreux défis à relever au niveau du monde maritime, au niveau du secteur que nous couvrons. Pour l'intérêt de nos pays, il va sans dire que les enjeux sont très importants et il faut que nous puissions conjuguer nos efforts afin de permettre à nos pays de bénéficier des avantages qui sied au niveau du monde maritime.
Des défis d'autant plus nécessaires que la conjoncture internationale est marquée par une baisse considérable des activités économiques. Pour être à la hauteur et mieux accompagner les pays dépendants donc, en grande partie des flux des échanges, des stratégies ont été implémentées et seront également débattues au cours de ces travaux qui vont durer 3 jours. Nous sommes en permanence en train de négocier les taux de fret pour qu'ils ne grimpent pas. Et le travail traditionnel, c'est également de faciliter les procédures afin que les délais de marchandises ne mettent pas très longtemps. L'adoption du budget 2020 sera également à l'ordre des assises de Douala. Face aux multiples enjeux que charrie désormais le trafic international, les chargeurs africains entendent continuer de parler d'une même voix et évoluer en rang serré afin de mieux défendre les intérêts de l'Afrique. La page des sports et bientôt la montée à l'assaut du char des dieux. La 25e course de l'espoir, c'est ce prochain week-end. Plus de 500 athlètes sont attendus à Buea, dans le sud-ouest, samedi. C'est après-demain et le comité local d'organisation est à pied d'œuvre jour et nuit maintenant pour procéder au dernier réglage. Allons faire le point là-bas avec Stéphane Tala. Buea, la capitale du sud-ouest, affiche depuis quelques semaines les signes de la 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun. À moins de 4 jours du coup d'envoi, les préparatifs s'intensifient. Nous sommes déjà quand même à la veille. Nous avons commencé aujourd'hui avec des dispositifs pour les visites médicales. Nous avons travaillé avec le délégué régional de santé et tout est fin prêt. On attend maintenant les athlètes. Donc comme il y a beaucoup d'IA qui sont déjà dans la ville. La Ligue régionale d'athlétisme du Sud-Ouest accueille de nombreux coureurs qui procèdent au retrait de leur licence. Je suis prêt pour participer dans la race de Mont Cameroun en cette année. Et je suis très content parce que j'ai bien préparé pour participer. Un accent est mis sur les entraînements des hôtesses sélectionnées pour les cérémonies d'ouverture et de remise des prix. On nous a appris comment défiler, comment se positionner, comment accueillir des étrangers, comment accueillir des personnalités. Le comité local d'organisation se dit prêt et un comité d'accueil est en place pour mettre à la disposition des athlètes quelques modalités pratiques. Vendredi, il va recevoir son kit, c'est-à-dire son maillot de compétition, son dossard. Le comité local d'organisation qui est géré par le gouverneur de la région sud-ouest est prêt. Nous sommes tous prêts pour la montagne. Selon les officiels, les pistes de la course sont nettoyées et marquées de hop à femme jusqu'au sommet de la montagne et n'attendent plus que les athlètes samedi prochain. Excellente course donc samedi à l'assaut du char des dieux à Buea là-bas. La fin